nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Nous allons continuer notre plongée dans l'histoire de la corruption avec le docteur Jean Artarit, qui est psychiatre et qui est psychanalyste. Personne n'est parfait. Je parle sous le contrôle de Pierre Penet, qui est psychiatre aussi, et que nous saluons. Mais il ne va pas vous parler de psychiatrie, car il est également historien, et il va vous parler de la corruption sous la Révolution. La Révolution fut un champ d'opérations financières gigantesque. On vient de sortir de ses prémices. La vente des 5 milliards de biens du clergé, la création des assignats, les fournitures des gardes nationales, puis après la déclaration de guerre, les fournitures et les approvisionnements des armées, la vente enfin des 3 milliards de biens d'émigrés, tout cela donna lieu à un énorme courant d'affaires. Tous les chercheurs de fortune se pressaient pour prendre part aux riches festins qui s'offraient, écrit Albert Mathiez. À ce sujet se pose d'emblée une question de fond. Les biens nationaux furent-ils des biens mal acquis par leurs acheteurs? Il est difficile de le prétendre à propos de ceux provenant du clergé. Cette nationalisation s'accompagnait en effet, à titre de dédommagement et pour toujours, d'une prise en charge par l'État des frais du culte et d'abord de la rémunération des prêtres. Pour les biens des émigrés, on est devant une spoliation politique qui avait connu bien des précédents. Ne serait-ce qu'en France, après la révocation de l'édit de Nantes, avec la confiscation des biens des protestants fugitifs. Le problème réside dans la manière dont furent acquis ces biens fonciers lorsqu'ils furent mis en vente. On sait que ce fut la bourgeoisie qui fut la grande bénéficiaire de cette immense mutation. En Vendée, par exemple, les paysans ne purent acquérir que peu de terres. Ils ne possédaient pas suffisamment de numéraire pour le faire. Pour les biens des émigrés qui furent vendus après le 9 Thermidor, les choses furent encore plus caricaturales. Ce furent les bourgeois révolutionnaires et eux seuls qui s'emparèrent du magot. L'histoire du château de l'Aubrais, devenu propriété de la famille Clémenceau, est à ce propos exemplaire. L'extrême gauche avait bien conscience de cette réalité, et Saint-Just, en accord avec Robespierre, avait eu des velléités de pratiquer une redistribution des biens confisqués au bénéfice des plus pauvres. L'archange de la terreur n'avait-il pas dit « Les biens des conspirateurs sont là pour tous les malheureux ». On aurait dans ce cas assisté à une réforme agraire que certains continuèrent à réclamer après Thermidor, comme le fit le jeune député vendéen robespierriste Fayot, lui-même riche, sinon très riche. Sans parler des trafics, des spéculations sur les biens, immédiatement revendus après avoir été dépecés. Il est évident que la vente des biens nationaux, surtout de seconde origine, s'effectua dans un climat d'entente entre un groupe d'individus et à leur bénéfice. Mais la corruption n'est pas seulement une notion liée à l'enrichissement personnel. La corruption est aussi une notion morale. Elle possède deux jambes, l'argent et, en bon freudien, j'ajouterais aussi, et peut-être surtout, le sexe. L'un et l'autre vont de pair, car l'argent, bien ou mal acquis, sert et souvent d'abord à satisfaire les désirs sexuels. La Révolution ne s'accompagna pas d'un effondrement des valeurs morales. Si celles qui avaient été les bases de l'ancien régime s'écroulèrent en partie, d'autres, parfois les mêmes, les remplacèrent. Il n'y eut guère de période de vide. En revanche, il y eut rapidement trop plein. En effet, se mit en place un climat d'ordre moral implacable. Ce fut le règne de la vertu associé à celui de la terreur, dont le grand prêtre sera Maximilien Robespierre. Ce rigorisme se voulait à l'opposé de ce qu'on avait vu durant tout le XVIIIe siècle. Le règne de Louis XV, précédé par la Régence, avait été marqué par le trafic d'influence, l'agiotage et surtout les scandales d'une débauche s'étalant à tous les niveaux de la société et d'abord à son sommet, c'est-à-dire celui de la cour et du roi lui-même. Il se disait alors que l'État était soumis aux caprices des maîtresses. Rappelons que Madame du Barry, dernière maîtresse de Louis XV, vivait toujours sous la Révolution, et que le souvenir de la tâche qu'on lui reprochait d'avoir imprimée au gouvernement de la France en fit l'une des premières victimes de la terreur.
Si je me garderais bien de faire de la corruption existante dans les années 1780 une des causes principales de la survenue de la Révolution, je rappellerais cependant combien une assez lamentable affaire d'escroquerie, montée sur les désirs sexuels d'un représentant de la haute noblesse, en même temps que du haut clergé, contribua à saper l'autorité royale et à désacraliser une fonction que l'on voulait divine depuis toujours. Ce fut l'affaire du collier de la reine. Souvenons-nous, une aventurière aux mœurs faciles, se disant comtesse de la Motte, réussit à faire croire à un homme qui ne demandait qu'à croire, le cardinal de Rohan, qu'il s'attirerait plus que les bonnes grâces de la reine Marie-Antoinette en s'entremettant dans l'achat d'un merveilleux collier de diamants refusé par son mari, Royal Méradin. Il y eut des rencontres au clair de lune dans les jardins de Versailles entre Rohan et une femme que l'on démentit être la reine. Les suites judiciaires qu'entraîna la plainte du joaillier escroqué furent un désastre pour la monarchie. Les juges, en pleine révolte, relaxèrent Rohan, qui, c'était sous-entendu pour eux, n'avait pas eu tort de croire que la reine pouvait céder à ses avances. Dans cette affaire, le sexe l'emporta sur l'argent. Et ce ne fut que le début. Une foule de pamphlétaires et leurs milliers de lecteurs se vautreront dans une orgie onirique de récits sans fin rapportant les excès sexuels, eux aussi sans fin et sans limite, de l'Autrichienne, mauvais génie féminin, corrupteur d'un roi berné. Le tableau ainsi étalé aux Français et au monde était celui d'une corruption sexuelle frénétique. La transgression des règles élémentaires était totale. Les privilégiés pouvaient tout se permettre. Les autres n'étaient promis qu'au rôle de victimes. Ce n'est pas par hasard que s'écrit à ce moment une œuvre littéraire singulière. Je veux parler des textes de Sade. On a fait du marquis un auteur exceptionnel, champion de la liberté sexuelle. Or, à y bien regarder, s'il s'agit en effet de liberté sexuelle, il ne s'agit que de la liberté sexuelle de ceux qui détenaient par un moyen ou un autre le pouvoir. Aux puissants, la prospérité du vice, aux humbles, les malheurs de la vertu. Ainsi, il apparaissait que seul le peuple était vertueux et qu'il devait s'affranchir du joug des pervers qui l'opprimaient. Au début de la Révolution, un personnage dont la trajectoire avait jusqu'alors côtoyé celle de Sade en Provence, mais surtout au donjon de Vincennes, va s'installer au tout premier plan du pouvoir révolutionnaire, Mirabeau. Transfuge de la caste nobiliaire, connu pour sa dénonciation sans appel des lettres de cachet et par des écrits à caractère érotique, il s'imposa dès les premiers jours de la Révolution. N'est-ce pas lui qui, le 23 juin 89, lança « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Durant la première année, Mirabeau dominera l'Assemblée, mais celle-ci lui refusera le pouvoir et le tribun se vendra à la cour. Après une entrevue avec Marie-Antoinette, toujours elle, à nouveau dans un jardin, celui du château de Saint-Cloud. Le flambeau de la Provence, on nommait ainsi Mirabeau, alors que Robespierre n'était que la chandelle d'Arras. Donc, Mirabeau passa alors un marché avec la cour. On lui payait ses dettes. On lui allouait 6 000 francs par mois. Et on lui versait 1 million à la fin de la session parlementaire si l'on était content de ses services, c'est-à-dire s'il avait réussi à imprimer à l'Assemblée nationale une politique favorable à la monarchie. Pour Mirabeau, la corruption était un principe de gouvernement. Tous les êtres étaient achetables. Ainsi, il avait inventé de payer à travers la France des écrivains chargés de répandre la propagande monarchiste. Nous en avons un exemple ici même, au Sable, avec l'abbé Jacques Godin, le plus brillant intellectuel, avec le docteur Gallo, je ne sais pas si vous êtes de sa filiation, avec le docteur Gallo. C'était son aïeul, oui, c'est ça, oui. Alors, donc, le plus brillant intellectuel de ce qui deviendra le département de la Vendée. Lors de l'ouverture de l'armoire de fer en novembre 1792, on découvrit son nom sur une liste aux émoluments de 200 livres par mois. Les choses se surent, et c'est un Mirabeau précipité à bas de son piédestal qui mourut en avril 1791. Son corps, imprudemment placé au Panthéon, en sera retiré ignominieusement. Lui-même n'avait-il pas dit « Je sais qu'il est peu de distance du Capitole à la roche tarpéienne ». De cela, nous nous sommes encore souvenus il y a peu. Ainsi donc, le premier grand homme de la Révolution n'était qu'un pourri. À qui pouvait-on se fier? Justement, d'aucuns s'étaient érigés en porte-parole du peuple qui, suivant Rousseau, ne pouvait être que bon et vertueux. Ils disaient que le peuple parlait par leur bouche. Ils répétaient que le peuple était toujours trahi et se présentait comme l'antithèse des corrompus. L'un d'entre eux, qui depuis le début de la Révolution s'avançait dans une ligne droite
inflexible, géométrique, qui ne déviait jamais, ainsi que l'écrit Edgar Quinet, va remporter le challenge. C'est Robespierre que l'on appellera à partir de 91 l'incorruptible. Cette propulsion au rang d'icône mythique de la Révolution sera lourde de conséquences. Comment demeurer l'incorruptible si l'on ne devient pas celui qui traque sans relâche corruption et corrompu? Évidemment sous ces deux formes, vénale et sexuelle. Alors, je ne vous referai pas l'histoire de l'ascension, de l'irrésistible ascension de Robespierre. En tout cas, à l'automne 93, il avait tous les pouvoirs, il était devenu le dictateur. Ses premières victimes seront des femmes. Oui, des femmes, présentées comme des éternelles tentatrices, des éternelles corruptrices. Les grands procès de la terreur débuteront par celui de Marie-Antoinette. La nation avait bien des choses à reprocher à la reine, qui n'avait que trop perdu de vue la défense de la France au profit de la défense du pouvoir royal. Mais il est incroyable de constater qu'en l'absence de preuves politiques, la reine fut jugée sur les fantasmes sexuels de tout un peuple. Les fantasmes de tout un peuple, certes, mais aussi ceux de l'incorruptible. À l'automne 93, le Moniteur, journal officiel de la Convention, commentera les exécutions inaugurant la terreur de 3 femmes célèbres. Le reproche adressé à la reine sera d'avoir été mauvaise mère et épouse débauchée. Contre la seconde victime, Olympe de Gouges, guillotinée 2 semaines plus tard, aucun reproche politique sérieux ne pouvait être retenu. Mais elle était, à l'évidence, homosexuelle. Voilà ce qu'écrivait d'elle le Moniteur. D'une imagination exaltée, elle prit son délire pour une inspiration de la nature. Elle voulut être homme d'État. La loi a puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. La 3e femme sacrifiée à la misogynie phobique de l'incorruptible était pour lui une redoutable rivale. Madame Roland, écrivain, femme politique, égérie de la révolution de la liberté, dont elle apostrophera la statue de ce cri célèbre « Aux libertés que de crimes on commet en ton nom », était certainement la plus haïe des 3. En guise de raison funèbre, pour elle, le Moniteur écrivit « Le désir d'être savante la conduisit à l'oubli des vertus de son sexe, et cet oubli finit par la faire périr sur l'échafaud. » À ce moment, alors que s'accélérait la terreur, on put penser que la lutte contre la corruption menée par notre nouveau Sisyphe, Robespierre, allait s'en tenir à sa dimension simplement matérielle et que n'était visé que l'argent. C'est en effet alors que surgirent les grandes affaires de corruption parlementaire et d'escroquerie dans les fournitures aux armées. Depuis l'été 1993, et même depuis le début de la Convention, des voix s'étaient élevées pour demander que soient prises des mesures contre l'enrichissement suspect de certains. Le Girondin Buzot, l'amant de Madame Roland, proclama que d'aucuns, se disant sans culotte, pillaient le trésor public et amassaient une grosse fortune. Et il demanda que chaque député soit tenu de déclarer l'état de ses biens. Ces propositions furent rejetées à la plus grande satisfaction de ceux qui se livraient à des opérations des plus louches. Et puis, dans le climat qui régnait en France, aux prises avec l'invasion du sol national par une terrible coalition, il n'était bruit que de trahison, que de l'argent de l'étranger répandu par l'Angleterre, par Pitt et Cobourg, pour acheter les traîtres. Robespierre et ses amis allaient s'employer à débusquer tous ces pourris et tous ces traîtres rarement véritables, et avant tout désignés comme les mauvais objets qu'il fallait détruire pour que le peuple et ses représentants purs puissent continuer leur chemin vers la société juste et heureuse. Bien sûr, ces persécuteurs, une fois abattus, se verront remplacés par d'autres encore plus redoutables, et cela sans fin. Un certain nombre de personnages avaient, il est vrai, érigé la manauté en principe d'existence, mais beaucoup qui leur furent adjoints n'avaient commis que des fautes vénielles, et même dans leur grande majorité n'étaient en aucun cas coupables. C'était en réalité des adversaires politiques. D'une part les déchristianisateurs, les hébertistes, d'autre part ceux qui voulaient en finir avec la terreur, les indulgents. Et puis il y avait aussi ceux dont l'existence n'était pas conforme à la vertu prônée par Maximilien Robespierre. C'est là que réapparaissait le sexe, qui, rassurons-nous, n'avait jamais disparu des préoccupations de l'ancien avocat d'Arras. Nous citerons quelques figures parmi ceux que le pouvoir divisait en agents de l'étranger et en corrompus. D'abord, les agents de l'étranger. Étrangers, ils l'étaient certes, agents de l'étranger, espions payés par les rois et princes ligués, comme chante la Marseillaise, aucun historien ne le pense. Mais il est vrai qu'avec la Révolution était apparu à Paris tout un monde cosmopolite d'amis de la liberté assez remuant. C'étaient, banquiers et étrangers, les frères Frey, et leur bras droit, le Danois Diederiksen. Étrange personnage que les Frey, juifs moraves, roumains,
Convertis au catholicisme, et surtout adeptes d'une secte messianique kabbalistique, ils étaient arrivés en France portés par leur admiration pour la Révolution. Ils fréquentaient bien du monde parmi les plus enragés clubistes et ils acceptèrent de marier leur jeune sœur Léopoldine, elle n'avait que 16 ans, avec le capucin François Chabot, député à la Convention, un histrion dégoûtant et enragé, l'un des hommes les plus discrédités dans l'histoire de la Révolution française. Étranger était aussi Klotz, un baron allemand, comme le disait Robespierre, qui ajoutait « un homme qui a plus de 100 000 livres de rente, un homme qui ne vit qu'avec les banquiers, les contre-révolutionnaires, ennemis de la France ». Klotz, député de l'Oise à la Convention, avait eu en effet comme banquier d'autres étrangers, les Hollandais Vandeniver, déclarés complices de la Dubarry et guillotinés avec elle. Autrichien, bâtard du prince de Konitz, principal agent de la faction de l'étranger, ainsi Robespierre, qui avait lui aussi failli naître bâtard, présentait-il Proli, banquier belge, rédacteur du Cosmopolite et autres ultra-révolutionnaires promis à la guillotine. Était banquier également, mais bien français puisque de Bordeaux, mais juif Pereire, dont on a évoqué la descendance tout à l'heure. Tous finirent sur l'échafaud, deux seuls échappèrent, l'anglais Boyd et Jean-Frédéric Perregaux, banquier suisse lié à toute l'intelligentsia parisienne, qui fera une belle carrière sous l'Empire et deviendra sénateur. Mais assurément, c'étaient les députés corrompus ou considérés comme tels qui se trouvaient dans la ligne de mire. Il se trouvait qu'un petit nombre de ces députés s'étaient bien compromis dans des affaires de spéculation, de trafic d'influence, de corruption évidente. L'affaire de la Compagnie des Indes en était la principale illustration. Derrière un chevalier d'industrie à la carrière chargée, l'abbé d'Espagnac, François Chabot, dont nous venons de parler, les députés Delaunay, Julien de Toulouse et, paraît-il, Bazire, montèrent une escroquerie boursière qui pouvait rapporter gros. Ils jouaient à la baisse sur les actions de la compagnie, se faisaient acheter par elle, puis faisaient voter par l'Assemblée un décret de liquidation et de rachat par l'État de cette même compagnie à un prix très supérieur à sa valeur réelle. Remarquons que d'Espagnac avait aussi monté une entreprise de fourniture de chevaux et de voitures pour les charrois de l'armée du Nord. Son contrat lui octroyait 5 500 000 francs mensuels pour l'entretien des bêtes. Il n'en dépensait que 1 500 000. Les bénéfices étaient énormes. Il y eut bien d'autres histoires de trafic de fourniture de l'armée dont je ne vous entretiendrai pas. Fabre d'Églantine, député de Paris, auteur de la romance « Il pleut bergère » et du fabuleux calendrier républicain, fut accusé d'avoir aidé d'Espagnac et les autres dans leur tripatouillage, ce qui n'est pas avéré. Détesté par Robespierre, qui voyait en lui le symbole du vice et de la fourberie habile, il sera l'accusé principal du procès des dantonistes. Notons que l'on ne manquait pas de dire que ces scandales financiers se doublaient de liaisons féminines scandaleuses elles aussi. Les femmes mises en cause étaient en effet des aristocrates ou des actrices. Se lier à des ci-devant nobles, marqués par le péché originel de la naissance, c'était trahir le peuple. C'était se laisser corrompre par des êtres menacés et impurs qui s'offraient pour sauver leur vie et leur fortune. Fabre d'Églantine était soupçonné d'entretenir les actrices Caroline Rémy et Morancy. Pour Robespierre, le commerce avec les femmes de théâtre était encore plus honteux que les liaisons avec les belles aristocrates. Les princesses de théâtre, disait-il, ne sont pas meilleures que les princesses de l'Autriche. Les unes et les autres doivent être traitées avec une égale sévérité. Les princesses de théâtre furent arrêtées massivement. Le mal absolu, c'était bien le sexe. Et l'incorruptible martelait encore et encore, dénonçant les hommes immoraux, soudoyés par les cours étrangères pour donner à notre révolution le vernis de l'immoralité. Il lui restait pourtant à supprimer celui qui pour lui représentait le vice dans toute son abjection. Celui qui était longtemps apparu comme son alter ego sur la scène révolutionnaire, Danton, dont la statue à Paris rappelle qu'il prêta sa grande voix pour défendre la patrie en danger, mais qui avait bien des faiblesses. Certes, il n'était pas l'homme purement vénal qu'a décrit Albert Mathiez, mais il avait fermé les yeux sur les massacres de septembre, et on l'accusait d'avoir fait main basse sur des trésors en Belgique. À ce propos, insistons sur le pillage auquel se livrèrent les Français à travers l'Europe au cours des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Souvenons-nous de Vivant Denon, mandaté pour voler les œuvres d'art et les ramener au Louvre. Robespierre fera de Danton l'idole pourrie qu'il fallait abattre, mais son grand grief se situait ailleurs que du côté de la corruption vénale. Ainsi, il s'exprimait clairement, et qu'il l'exprimait clairement, le mot vertu faisait rire Danton.
Il n'y avait pas de vertu plus solide, disait-il, que celle qu'il déployait toutes les nuits avec sa femme. Une femme encore, même la sienne, c'était insupportable. Et puis Danton, comme Camille Desmoulins, voulait arrêter la terreur. Comment sans la terreur imposer la vertu? Comment sans la terreur en finir avec le vice? Les indulgents devaient disparaître. Dans un amalgame peu crédible, Robespierre et son double Saint-Just envoyèrent au tribunal révolutionnaire Danton, Desmoulins et leurs amis, mêlés aux corrompus ou soi-disant tels. L'exécution de Danton n'assouvit point la soif de sang des nouveaux dieux aztèques. Bien au contraire, la terreur s'accéléra. La chasse aux corrompus se fit toujours plus inquisitrice. Des femmes encore payèrent de leur vie le fait d'être jeunes et belles, comme la charmante Lucie Desmoulins, d'autres, telles la Sainte-Amarante et sa fille de 18 ans qui tenait une maison de plaisir chic, fréquentée par tous les hommes en vue, même Augustin Robespierre, le jeune frère, les rejoindront bientôt sur les charrettes. D'autres corrompus s'inquiétèrent à juste titre. Barras et Fréron, qui avaient dans le Midi fait main basse sur les meubles et l'argenterie des ci-devant, Poultier et Rovert, qui avaient fait de même dans le Vaucluse, Courtois, Fouché, Tallien, qui voulait sauver sa maîtresse, la belle aristocrate Thérésia Cabarrus, les goupillots de la Vendée, auxquels Robespierre reprochait de s'opposer à la politique de dévastation de leur pays parce qu'ils y avaient des propriétés. Pourtant, tous étaient montagnards. Montagnards, oui, mais pourris. La peur au ventre, la Convention tout entière se ligua contre le dictateur, psychiquement affaibli, et ce fut le 9 Thermidor. Ce ne fut pas la revanche et le triomphe des pourris, ainsi que l'affirment aujourd'hui encore les partisans de la terreur, les prédicateurs éternels du massacre, ce fut le triomphe de la vie contre la mort. Le sursaut du bon sens, refusant l'acquisition des consciences, l'ordre moral tyrannique et demandant que l'on en revienne aux conquêtes libératrices de la Révolution et d'abord à la première, la liberté. Loin de moi l'idée de me faire le chantre de la corruption. À l'heure où les armées de la République résistaient héroïquement aux coalisés, aucune mauvaise action ne pouvait être supportée. Les fournisseurs qui vendaient à la troupe des chaussures aux semelles de carton, ceux qui vendaient à la marine des chandelles devant brûler 24 heures et qui se consumaient en 24 minutes, devaient être sévèrement et exemplairement punis. Les traites devaient être pourchassées. Georges Clemenceau, le grand bleu de Vendée, qui se souvenait des leçons de l'an 2, fera la même chose en 1917-1918. Mais l'on voit bien qu'il y eut à un moment de la Révolution une dérive. Le seul terrain de la corruption financière et de l'enrichissement malhonnête sur le dos de la France menacée fut dépassé au point de devenir presque secondaire. L'objectif de Robespierre était la mise en place de son ordre moral. Il s'agissait de créer un monde nouveau, un homme nouveau, façonné suivant des fantasmes qui n'avaient de pur que le nom, purifié, régénéré, extirpé de chacun ce qui le rongeait, lui Robespierre, en lui-même. Ça devint sa ligne de conduite de dictateur. Il n'a toujours été ainsi, souvenons-nous d'Hitler, envoyant en camp de concentration des homosexuels marqués d'un triangle rose, sans parler de Staline et de Mao. Souvenons-nous, à l'heure où s'ouvre à Phnom Penh le procès des complices de Pol Pot, qu'ils avaient imposé un ordre sexuel délirant à tout un peuple martyr. La mise en place d'un ordre social parfait s'accompagne toujours de la mise en place d'un ordre moral souvent monstrueux. Aussi, est-il nécessaire de s'alarmer lorsque des gouvernants manifestent la volonté non seulement de réprimer la corruption vénale, mais aussi d'imposer un ordre moral inquisiteur. Pourtant, la tolérance n'est pas la licence, et encore moins la table rase de tous les interdits. Il faut des règles, des garde-fous, pour structurer l'esprit humain. L'imaginaire, les fantasmes se heurtent au réel. Pour que la rencontre entre ces deux instances ne se transforme pas en folie, il faut qu'une troisième instance intervienne, c'est le symbolique. La raison, aurait-on dit au XVIIIe siècle. La raison qui empêche l'apparition des monstres et qui pour cela se doit d'être toujours vigile, comme nous le rappelle Goya dans son célèbre dessin « Le sommeil de la raison engendre les monstres ».